coronavirus, plus 2238 cas qui sont confirmés. C'est 4 fois plus que la veille, plus 17 décès. Et alors là, c'est le solde d'entrants et de sortants dans les hôpitaux, moins 102 et moins 4 en service de réanimation. À vous l'honneur, professeur Jean-François Toussaint. Expliquez-nous, est-ce qu'on doit parler de rebond de l'épidémie, de frémissement ou de deuxième vague ? Parmi tous les chiffres que vous avez montrés, ceux qui sont importants sont les 3 derniers sur les 4. Et la communication n'est faite que sur le premier. Pourquoi ? Parce que l'essentiel dans une pandémie est de savoir le nombre de morts qu'elle entraîne. Et de savoir également le nombre de cas sévères, le nombre de patients hospitalisés, et en particulier en réanimation. Si on peut regarder sur ces 3 chiffres-là, on va voir effectivement, et là on a ici les chiffres de Santé publique France, publiés aujourd'hui, les courbes d'hospitalisation, les courbes de réanimation ne cessent de décroître depuis début avril. Et plus encore, le chiffre du nombre de décès totaux, quotidiens, chaque jour en France, que ce soit ceux des patients hospitalisés ou ceux des patients en maison de retraite et en EHPAD, ne fluctue pas depuis plus de 4 semaines maintenant, et il est à 99% de ce qu'a été le chiffre maximal le 6 avril. On voit donc que cette réduction de 99% n'a entraîné aucune accélération, ni en avril, ni en mai, ni en juin, ni en juillet. Aucun des événements qui annonçaient une deuxième vague ne s'est trouvé vérifié. Et on voit que l'on a une courbe absolument plate depuis maintenant la fin juin. Si on regarde les chiffres d'autres pays européens, c'est même décès quotidiens en Italie, qui a confiné comme nous, mais la Suède, qui n'a pas confiné, on retrouve à chaque fois cette même courbe d'une ascension en un mois, une décroissance en 2 mois, et plus intéressant encore, la totalité des décès européens, comme vous le voyez là, suit encore une fois la même courbe. Je vous ai mis la courbe du 0 en bleu. Vous voyez qu'aujourd'hui même, un événement particulier vient de se trouver confronté dans un accident statistique, c'est celui de 5000 décès qui ont été enlevés du décompte par les statisticiens britanniques, qui ont considéré que 5000 personnes parmi eux avaient été comptées en excès. Sur 45 000 décès, ça fait donc plus de 10% qui se trouvent soudain retirés de la statistique. On voit quand même que même dans les pays les plus dotés en capacité de suivi, cette fluctuation est énorme et que nous n'avons pas fini de suivre un certain nombre de ces accidents. Alors maintenant, l'accident principal en France, puisqu'on a dit qu'il n'y avait pas de deuxième vague, toujours pas, se trouve en confrontation avec ce que vous voyez ici, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de cas positifs en France. Il ne s'agit pas de patients en réanimation, il ne s'agit pas de patients hospitalisés, il s'agit de formes de sujets jeunes, asymptomatiques, qui viennent demander simplement si leur état est celle d'un sujet qui a rencontré le Covid-19, le SARS-CoV-2, ou s'il est à risque. Bien entendu, comme toujours en clinique, toujours en médecine, ce sont les symptômes qui priment, c'est la dégradation de l'état d'un sujet qui va entraîner la réaction. Or, nous ne sommes plus du tout dans la gravité, dans l'urgence du printemps, de celle de février, de mars et d'avril. Et donc, en ce moment nous sommes actuellement dans une utilisation des indicateurs, un changement, une instrumentalisation qui fait que nous allons avoir, pour les semaines à venir, des changements de comportement, des orientations qui sont décidées par un conseil scientifique qui ne regarde plus la réalité du risque, mais qui souhaite probablement imposer d'autres schémas de pensée. Écoutez, franchement, cette explication déjà, elle était suffisamment claire et on voit ces chiffres. Mais là, quand je vous entends, j'ai très peur. Je suis en train de me dire, déjà, est-ce qu'on fait peur aux gens pour rien ? La deuxième chose, c'est à charge aussi pour les politiques et pour les personnes qui sont au sommet de l'État, qui aujourd'hui nous disent il faut porter le masque en extérieur. En septembre, conseil scientifique, vous en parliez, le conseil scientifique qui dit à l'automne, on risque d'avoir une seconde vague. Donc vous êtes en train de balayer tout ça en disant mais attendez, là les faits sont bien présents, il n'y a ni rebond de l'épidémie, il n'y a ni même un frémissement, il y a des nouveaux cas qui sont confirmés, mais ce ne sont pas des cas graves. C'est absolument le cas, et qui plus est, le conseil scientifique, lorsqu'il nous annonce la énième deuxième vague
la semaine dernière, un certain nombre de ses membres sont sur leur site de vacances. Si je le dis, c'est parce qu'ils l'annoncent publiquement sur les radios publiques. Et donc, on a un certain membre du... Et c'est gravissime Conseil. ce que vous êtes en train de dire. Écoutez Sud Radio mercredi après-midi, l'un des membres, alors qu'il nous annonce une catastrophe sanitaire pour la France, est sur son site de villégiature. Nous sommes donc dans une situation identique à celle du mois de mars, lorsque celui qui a annoncé la catastrophe avec plus de 500 000 morts annoncés pour la Grande-Bretagne, 500 000 morts annoncés en France, ne respectait pas lui-même le confinement qu'il a réussi à imposer à la moitié de l'humanité. Nous sommes dans des situations dans lesquelles nous nous trouvons face à des gens qui ne croient pas aux recommandations qu'ils transmettent. Il faut donc regarder précisément de quoi le risque est porteur, et ce risque actuellement n'est plus du tout celui du printemps. Nous sommes face à une situation qui, sur le plan épidémiologique, a largement évolué. Nous avons maintenant un grand nombre de cas qui sont des cas positifs, à nouveau, qui ne sont pas associés avec la gravité de la maladie. Pourquoi ? Eh bien, il y a un grand nombre d'explications qu'il faut maintenant avoir sur le plan de l'épidémiologie, sur le plan de la virologie, sur le plan de l'adaptation des espèces les unes aux autres, dans cette compétition extraordinairement tendue, sur lequel le virus avait l'avantage au printemps et sur lequel, manifestement, il ne l'a plus pendant l'été. Je me tourne vers vous. Merci en tous les cas, professeur Jean-François Toussaint. Je rappelle que vous êtes professeur de physiologie et directeur de l'IRMES. Ça fait maintenant un peu plus de 6 semaines que quotidiennement on parle de ce rebond potentiel de l'épidémie. On s'alarme ces derniers jours. On a quoi ? Peut-être une dizaine, voire une vingtaine de scientifiques qui viennent sur ce plateau. Vous êtes le premier aujourd'hui qui arrive et qui nous dit... Bon, ben voilà, il n'y aura pas de... Pour l'instant, il n'y a pas de... Attention, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Non, mais que pour je dis simplement, et depuis il n'y a pas de rebond de l'épidémie, c'est ça que vous êtes en train de dire. Depuis le mois d'avril, c'est ce que vous m'aviez invité à dire sur ce plateau, que pour l'instant, il n'existe pas de deuxième vague. Or, on nous l'a affirmé pour le relâchement en avril, pour le déconfinement en mai, pour la fête de la musique en juin, et pour les clusters en juillet. Il n'y a, vous l'avez vu, aucune deuxième vague dans aucun des pays d'Europe. Dans aucun des pays d'Europe. Alors maintenant, il est possible qu'il y ait une saisonnalité à l'automne. D'où viendra-t-elle ? Elle ne viendra pas du comportement des Français, elle viendra des problèmes qui sont en train actuellement de saisir l'ensemble des pays d'Amérique du Sud. Le Brésil, le Chili, l'Argentine, qui voient encore augmenter le nombre de cas et le nombre de décès. Là, en ce moment, l'épidémie est active. Si, comme pour les orthomyxovirus, c'est-à-dire les virus de la grippe, ce virus mute, s'adapte et prend une forme saisonnière, alors à ce moment-là, on va la voir réapparaître. Mais il ne s'agira en aucune façon d'une deuxième vague liée au relâchement du comportement des Français. Ce sera simplement une phase sur laquelle un virus est en train de s'adapter dans un contexte environnemental totalement différent. Effectivement, quand on entend un discours plus rare que les autres comme celui-ci, eh bien, quasiment unique. Attention, justement. On est un peu sidéré. Mais je trouve d'ailleurs que votre discours est très courageux et ça rejoint le professeur Raoult. Scientifiquement, je n'y connais absolument rien. Et c'est bien évidemment pour ça que vous êtes quotidiennement en plateau ici, parce que vous avez besoin, nous on est juste, si vous voulez, les relais de l'information. On a besoin de vous poser les questions que les téléspectateurs et que les Français se posent. Et c'est à vous de nous donner des réponses. Donc, pourquoi je dis que vous avez du courage, c'est que finalement vous jouez votre crédibilité en disant tout ça. Et que vous jouez finalement en expliquant, en allant à l'inverse de tout ce qui est dit par les scientifiques. C'est-à-dire que là, on va être très précis. Vous êtes pour ou contre le port du masque en extérieur ? Il n'existe pour l'instant aucun argument scientifique qui permette de démontrer l'utilité des masques en extérieur, en été, dans les pays qui vivent la fin d'une phase épidémique. Nous sommes dans ces trois situations-là. Quelle étude a été réalisée dans ces conditions qui permettent de dire que le masque va diminuer le nombre de contaminations et la contagion entre les personnes ? Aucune. Le Haut Conseil de santé publique, qui vient de rendre un avis le 14 août dernier, a bien fait l'ensemble de l'analyse de toutes les études scientifiques qui ont été menées dans des conditions de laboratoire, dans des conditions en extérieur pendant une phase de crise, mais absolument pas à la fin, ni en particulier dans aucun pays d'Europe, en cours d'une phase d'été de fin d'épidémie. Si nous étions d'ailleurs, à ce propos, sur une phase
classique d'orthomyxovirus, de grippe, avec le nombre de décès que nous avons actuellement, nous serions en dessous des seuils d'alerte. Ce qui veut dire que nous avons pris un état d'urgence sanitaire, des décisions qui sont prises et qui ne sont plus, qui sont très spécifiques à ce virus. On peut le comprendre dans une phase initiale qui est celle de la difficulté. Celle du confinement était une situation... Le confinement, par exemple, vous ne le remettez pas en cause. Le confinement n'a pas apporté la preuve scientifique de son efficacité pour la seule et bonne raison qu'il n'a pas été testé contre un groupe contrôle. C'est ce que l'on demande à l'hydroxychloroquine. C'est ce qu'on le demande à tous les anticorps monoclonaux. C'est ce qu'on demande à tous les traitements comme le remdesivir. Et là, pour une technique qui va effondrer l'ensemble de l'économie mondiale, et en particulier la nôtre, moins 14% dans ce trimestre, et qui va créer des conditions sociales catastrophiques pour l'ensemble des générations à venir, on n'a aucun élément de comparaison qui permette de nous dire que nous n'avons pas augmenté le nombre de décès dans les EHPAD, alors que manifestement, ça a été le cas dans un grand nombre, que nous avons dépassé les capacités d'organisation du système de santé français, ce qui n'a pas été le cas. Il y avait encore un nombre important de décisions qui pouvaient être prises pour des régions qui n'étaient pas touchées. Et pour l'ensemble de cela, nous n'avons pas la démonstration, je le répète, scientifique de l'effet du confinement. Les seules publications qui ont été données dans Nature, dans Science, dans les très grands journaux, sont celles de modélisation. Or, ces modélisations sont fondées sur des hypothèses qui ne sont pas vérifiées. Roger Ruras, sur cette situation, là, c'est vrai que habituellement, on essaye de faire même de la prévention en quelque sorte, hein, professeur. C'est-à-dire qu'on est ici en disant il faut respecter les gestes barrières, il faut porter le masque. Alors ceux-là sont importants. Oui, ceux-là sont importants. Non, mais sur le port du masque en extérieur, on était. Mais sur le port du masque en extérieur. Est fondé lorsqu'il est en lieu clos en pleine phase pandémique. Donc, dans les entreprises début septembre, c'est une bonne idée, donc. Probablement, mais on n'en sait rien. Ce sera un pari. Je veux revenir avec vous, Jean-François Toussaint, sur les solutions et surtout les responsables. À qui la responsabilité ? Est-ce une responsabilité scientifique, c'est-à-dire ce conseil scientifique, ou ce sont les acteurs politiques qui aujourd'hui imposent des mesures, selon vous, qui n'ont pas été reconnues scientifiquement comme efficaces ? La question qui se pose actuellement est celle de savoir fonder la décision sur des preuves. Nous avons évolué lentement mais progressivement vers une médecine basée sur l'évidence, et il serait bon que les décisions maintenant de la même façon soient prises sur les preuves. Le problème est que le comité politico-sanitaire, qui est devenu le conseil scientifique, lorsqu'il prend ses décisions, ne les emporte plus du tout sur un fondement scientifique, mais sur une forme moralisatrice qu'il avait d'ailleurs énoncée dès le premier avis du 12 mars. Qui était celui de rendre la population française responsable du relâchement. C'est écrit ainsi dans un des paragraphes du premier avis. Et ça donne le ton de tous les autres qui vont venir derrière, tenter de dire que à chaque fois, cette épidémie et l'évolution des décès, l'évolution des contaminations sont de la responsabilité. Mais c'est ce qu'on dit depuis 3 semaines. Aujourd'hui, on se focalise sur les jeunes générations en disant regardez, c'est open bar. Est-ce que c'était le cas au mois de février ? Et est-ce que les jeunes sont responsables actuellement alors qu'ils ont payé et alors qu'ils ont participé à l'effort ? Ils l'ont reconnu, ils l'ont fait cet effort pour l'ensemble des personnes âgées qui sont les plus à risque dans cette maladie, par rapport à ceux qui sont les plus faibles, ceux qui sont les plus vulnérables, ceux qui ont des maladies cardiovasculaires, ceux qui ont des facteurs de risque métaboliques. Tous ceux-là ont été aidés par la jeune génération qui a respecté le confinement. Maintenant que le gouvernement et que l'ensemble des responsables autorisent à s'ouvrir, attention, les gens ont respecté les règles qui ont été édictées. Mais maintenant qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est de votre faute. Là, j'entends. Donc, je rappelle que l'augmentation est totalement paradoxale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation du risque actuel, il n'y a pas d'augmentation de la mortalité. Voilà le point de base sur lequel il faut se retrouver. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut dire on arrête la limitation de 5000 personnes dans les stades, on arrête cette idée de porter le masque en extérieur, on arrête aussi ces contrôles sanitaires aux frontières. Qu'est-ce qu'il faut faire, professeur Jean-François Toussaint ? Il y a là une forme de cohérence à retrouver, une forme de logique. Dites-moi si alléger un protocole dans les écoles alors qu'on l'aggrave dans les entreprises répond à une forme de logique. La logique, c'est ce qu'on peut expliquer. Oui, parce que les enfants sont moins contaminants. Si l'épidémie augmentait. Non. Si on était dans une vraie phase pandémique, on mettrait tout le monde
à l'abri et tout le monde serait en dehors de l'orage. Là, ce n'est pas du tout le cas. On dit il faut d'un côté que les enfants aillent à l'école pour que les parents puissent aller travailler et pour que l'économie puisse être relancée, mais il faut aller travailler dans des conditions qui ne sont pas celles qui étaient encore celles d'il y a 8 jours. Pour quelle raison ? Sans argument scientifique, je le répète. Que faut-il faire ? Il nous reste 1 minute. Je veux absolument qu'ensuite on parle de Didier Raoult dans la deuxième partie. On est dans une question qui est celle d'une fuite en avant. Celle d'une fuite en avant, et d'ailleurs j'aimerais bien avoir l'avis de Laetitia Atlani-Duhaut, qui fait partie du conseil scientifique et qui est anthropologue, et qui va juger de cette évolution-là sur un plan anthropologique. Il sera très intéressant de savoir comment cette dispersion totale, à la fois des indicateurs et de l'orientation stratégique qui a été refusée, alors que dans tous les pays du nord de l'Europe en particulier, on a expliqué, quelle que soit la décision prise, confinement ou pas confinement, on a expliqué à la population la raison pour laquelle on souhaitait le prendre. Et donc, c'est des effets sur lesquels la pédagogie doit revenir et la démocratisation des choix doit être reprise par le Parlement. Merci Jean-François Toussaint pour cet avis n'engage évidemment que vous et je le répète, je trouve ça très courageux parce qu'il y a une forme de crédibilité qui est mise en avant. Vous jouez évidemment votre crédibilité en vous mettant non pas dans le sillon du conseil scientifique et du gouvernement en expliquant que tout ce qui est en train de se passer finalement ne respecte aucune réalité scientifique et factuelle sur cette épidémie du coronavirus. Et je trouve que dans votre personnage, ça ressemble à certains Didier Raoult. Je ne sais pas si vous le connaissez, messieurs, on en a longuement parlé, évidemment que vous le connaissez, on en a beaucoup parlé ces derniers mois. Il était discret dans les médias ces dernières semaines. Il retour, comeback médiatique demain sur CNews. Professeur Jean-François Toussaint, sommes-nous devant le plus grand scandale scientifique de l'histoire ? Sur l'hydroxychloroquine, on n'a pas vraiment de réponse. Tout simplement parce qu'il n'existe plus actuellement de possibilité de recrutement, vous l'avez vu. Nous ne sommes que sur des phases de sujets asymptomatiques, donc on n'a plus de cas graves de Covid. Les seules études qui ont été menées ont été celles du mois de mars-avril, et encore un tout petit peu en mai, mais ça devient de plus en plus difficile de recruter. Ensuite, les conditions de la réalisation avec une méthodologie scientifique complètement fiable et reproductible dans d'autres pays. Rappelons que le plus important dans la science est la reproduction des résultats. N'a pas pu être réalisé dans les mêmes conditions pour les mêmes raisons. Et donc, on n'aura plus la possibilité de démontrer avec de clairs protocoles scientifiques, à moins d'un retour important. Ou alors, si on décide d'aller... C'est ce qu'il l'explique d'ailleurs dans cette vidéo. Il dit c'est impossible. C'est impossible. À moins d'aller implémenter maintenant des protocoles dans les pays qui sont encore très actifs, mais très actifs dans des zones très concentrées sur lesquelles un grand nombre de malades peuvent être recrutés rapidement. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de l'Inde, dans lesquelles on a une contamination certes importante, mais qui est très dispersée parmi 1,4 milliard de personnes. Donc on ne pourra pas avoir la réponse. Et actuellement, on reste avec ce que l'ensemble de ces études plus ou moins bien faites, plus ou moins complètes, ont pu apporter avec des résultats qui allaient une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Quand on voit cela à la fin d'une phase de ce type-là, on sait que la plus grande probabilité est que l'effet ne soit pas important. Mais on n'en sait rien et on ne pourra jamais amener la preuve scientifique, une fois de plus, de ces éléments. Professeur Jean-François Toussaint, là aussi, il y a cette difficulté au sein même, parce qu'on parle souvent des conflits entre hommes politiques et que l'avis n'est jamais bien tranché entre les hommes politiques et il y a parfois un peu de mauvaise foi. On a découvert ces derniers mois des tensions exacerbées entre scientifiques et notamment autour de cette hydroxychloroquine. Bien entendu, dans toutes les sociétés humaines se trouvent à chaque fois des conflits de préséance, des conflits liés à des intérêts qui sont souvent cachés. Alors maintenant, dans le cadre médical, ils sont de plus en plus ouverts et décrits, y compris les montants qui sont touchés. On l'a vu pour les membres du comité scientifique, comme pour les membres du Haut Conseil de santé publique, auquel j'ai appartenu, donc sur lequel on dit à un moment donné la raison pour laquelle on touche des subventions publiques ou privées dans ce domaine. Donc sur ces éléments-là, on voit que ces effets avancent progressivement, mais sur... Mais est-ce que c'est un homme qui est jalousé plus que dans la communauté scientifique? Mais il n'y a pas de différence avec les autres communautés. Par contre, ce qui est important, c'est de voir que cette confrontation des propositions, des hypothèses, des perspectives, fait partie intégrante de la science. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avoir une intuition, une hypothèse posée sur la table, décrite comme telle et soumise à critique, et ensuite, on réalise
des essais, des expérimentations, des observations qui permettent de valider cette hypothèse ou pas. Et c'est ça qui est le plus important, à la fois dans l'observation épidémiologique dont on parlait tout à l'heure, mais aussi dans la thérapeutique. Je rappellerai qu'il n'y a qu'une seule thérapeutique actuellement qui fonctionne contre le Covid-19. C'est laquelle ? Mais c'est vous qui allez me le dire. C'est de maintenir sa condition physique. C'est-à-dire de faire du sport, ce que l'on interdit de faire dans un grand nombre de circonstances actuellement. Pourquoi ? Eh bien, si vous regardez le nombre de personnes en réanimation, le nombre de cas sévères, il concerne dans 85 à 90% des cas des personnes qui sont sédentaires, des personnes qui ont altéré leurs conditions physiques. Plus de 80 ans aussi. Vous non, avez non, pas non, demandé non. de faire un Pas en kilomètre, réanimation. En réanimation, pour les décès, c'était les personnes de plus de 84 ans, puisque c'était la médiane de l'âge au décès. Mais pour les personnes en réanimation, on a eu plus de 85%, en particulier dans les hôpitaux franciliens, de personnes qui étaient obèses, sédentaires, à haut risque cardiovasculaire, avec des hypertensions artérielles, des diabètes, qui étaient associés à ces troubles métaboliques. Si l'on maintient sa condition physique, on est alors en capacité de résister un peu mieux à ce match de boxe qu'il faut livrer lorsque l'on a un virus aussi délétère, et il l'a été en février, mars et avril. Il ne l'est plus maintenant, mais il l'a été. Et pouvoir résister à cela dépend de la condition physique que l'on maintient. Donc faire de l'activité physique régulière ou du sport, difficile est de le le faire seul masquer. traitement que l'on peut avoir actuellement. C'est un peu plus compliqué de le faire masquer. Vous savez que maintenant... Absolument, et c'est un des problèmes aussi sur lesquels il va falloir démontrer que cette mesure n'est pas une mesure contre-productive. On a parlé de la prévention tout à l'heure. Une fois de plus, on en revient à cette idée d'un panmédicalisme, d'un excès de précaution qui n'est plus la prévention parce qu'on ne le juge plus sur la réalité de la réduction du risque. C'est ce que Ulrich Beck nous disait dans la Société du risque en 86. Justement, professeur Jean-François Toussaint, lorsqu'on était au plus fort de l'épidémie, il était arrivé, et c'est vrai, un peu comme le sauveur en disant « j'ai un remède, je veux l'imposer ». Le scientifique que vous êtes, le professeur que vous êtes en physiologie, est-ce que vous vous êtes dit « banco, il faut y aller ». Pourquoi ? Parce qu'on est dans l'urgence. Ou alors, attention là, il faut mettre le haut là, ça risque d'être dangereux ce qui est en train de se passer à Marseille. Non, une fois de plus, il faut regarder quel est le rapport bénéfice-risque. Et donc ça, il fallait faire dans les méthodes scientifiques, avec les capacités scientifiques, les essais qui permettaient d'en démontrer finalement un rapport positif, c'est-à-dire plus de bénéfices que de risques. On connaît les risques de l'hydroxychloroquine, on ne savait pas les bénéfices, on avait quelques études qui avaient été réalisées en Chine qui permettaient de poser l'hypothèse, et il fallait la faire très vite et la démontrer. Ça n'a pas été fait, on reste dans un doute absolu. Mais on a des éléments, si vous parliez tout à l'heure de la mort, qui n'a pas cessé d'être répétée, vous voyez qu'on a changé de discours maintenant, on a bien changé les indicateurs, on ne parle plus de mort, puisqu'il n'y en a moins de 10 par jour en moyenne depuis 3 semaines, moins 10 par jour, et on est passé sur l'expression d'un risque potentiel, d'un risque futur qui peut-être va se manifester alors la semaine prochaine, le mois prochain, l'hiver prochain, on ne sait pas quand, mais on reste dans cette organisation de la peur. Or, sur le nombre de cas positifs qui ont été détectés, c'est un... Non, mais vous dites organisation Je dis bien organisation de la peur, mais bon, on peut aussi entendre cette idée de prévention, de dire on a vécu cette première vague et on s'est rendu compte que ça a explosé d'un coup d'un seul, que les signaux que nous avons actuellement avec ce rebond et ce nombre de cas qui augmente petit à petit dangereusement de jour en jour, ce nombre non, de pas dangereusement, il augmente. Il augmente, si vous augmente, voulez. Et c'est ça qui est vrai que important. Les mots ont un sens. Les mots ont Donc un l'augmentation. Sens. Et ce point-là, terminer, s'il vous plaît, professeur. Sur les éléments qui sont aux États-Unis, nous permettent de dire. Vous voulez qu'on change de place ? Nous permettent de dire. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Que vous avez une diminution du nombre de cas aux États-Unis. D'accord. Mais parlons quand même de la France. Donc, on a ce nombre de cas en France qui augmente quotidiennement, qu'il y a tous les jours des foyers de contamination. Roger, à votre téléphone, s'il vous plaît. Je plaisante, il n'y a pas de souci. Ce nombre de cas ce nombre de foyers de contamination qui augmente de jour en jour, il vaut mieux prévenir que guérir. Et la prévention, c'est de dire attention. On voit des signaux inquiétants de frémissement, rebond, vous le voyez comme vous voulez. Alors, comme on l'a déjà vécu une fois, évitons de le revivre une seconde fois. Là aussi, vous pouvez comprendre quand même cet état d'esprit-là. Je le comprends d'autant mieux que j'ai dirigé la commission de prévention du Conseil santé publique et j'ai présidé les états généraux de la prévention il y a 15 ans, avec Roger Rehan notamment. On se trouve dans des situations dans lesquelles l'excès de précaution et l'excès de prévention va aussi avoir des effets négatifs. On va aussi avoir une déclinaison qui risque
de nous ramener à des choses qui ne sont pas les effets positifs attendus. Je m'explique. Professeur, il nous reste très peu de temps, malheureusement. Sur ces éléments-là. Très vite. L'INSERM vient de nous dire qu'on était passé à côté de 90% des cas contamination et des cas positifs au printemps. Et donc, à partir de là, on sait qu'on est sur des taux très largement supérieurs. Si on va les chercher, on les trouve. Ils ne sont pas liés au risque. C'est notre situation actuelle. Merci, messieurs. Merci pour votre attention. Suite à la réduction des activités économiques, je suis sans revenu pour plusieurs mois. Pour bénéficier d'autres vidéos introuvables ailleurs, merci de soutenir Forum France en utilisant le lien à l'écran. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Pouce à l'air et à bientôt.